Alors, fallait-il que l'Algérie affiche un soutien plus appuyé envers l'Iran? Aurait-elle dû condamner avec plus de vigueur ce qui était présenté comme une offensive, tantôt attribuée à Israël, tantôt aux États-Unis, voire aux deux à la fois? Ces interrogations ont traversé l'esprit de nombreux Algériens. Mais voilà, la mémoire collective semble parfois bien sélective. Une grande partie de nos concitoyens, et plus encore les jeunes générations, ignorent les coulisses complexes des relations entre Alger et Téhéran. Ce qu'ils méconnaissent surtout, ce sont les dimensions profondes de cette histoire. Elle ne se limite pas à de simples considérations diplomatiques ou géopolitiques. Elle touche aussi à des enjeux sécuritaires bien plus sensibles. Soyons clairs dès le départ. Alger et Téhéran n'ont jamais vraiment incarné le duo inséparable. La relation a toujours été teintée de prudence, pour ne pas dire de suspicion côté algérien. Certes, au début des années 2000, une tentative de rapprochement a bien vu le jour. L'Algérie a même, à un moment donné, apporté un certain soutien au programme nucléaire civil iranien, tout en défendant le droit de l'Iran à résister aux pressions et à l'influence israélienne dans la région. Mais attention aux raccourcis. Certains récits médiatiques, souvent biaisés et reposant sur du vent, ont voulu faire croire à une alliance stratégique et idéologique entre les deux pays. Une interprétation totalement fantaisiste. Car en réalité, derrière cette volonté affichée de bâtir une relation durable et équilibrée, la méfiance n'a jamais vraiment disparu. Et ce que nous allons évoquer aujourd'hui relève d'un épisode particulièrement sombre. Retour dans les années 90, au cœur de ce que l'on appelle la décennie noire. À cette époque, l'Algérie est à feu et à sang. Guerre civile, chaos, divisions internes, le pays est à genoux. Des milliers de vies sont emportées. Et dans ce contexte explosif, les rapports avec l'Iran se dégradent brutalement, atteignant un niveau de tension extrême. Résultat, Alger décide de couper net les liens diplomatiques avec Téhéran au début des années 90. Une rupture qui durera plusieurs années, au moins 7. Au début des années 90, le ton est donné. Pour les autorités algériennes, Téhéran n'est pas un simple observateur. Il est pointé du doigt comme l'un des acteurs qui alimentent un mouvement islamiste armé, plongeant le pays dans la violence. Derrière les accusations, une idée revient sans cesse. Soutien financier, appui logistique, encouragement indirect, l'Iran aurait joué un rôle clé aux côtés du Front islamique du Salut, un mouvement déterminé à instaurer un régime religieux. Pas question ici de copier-coller le modèle chiite iranien, bien sûr, mais plutôt d'en reprendre l'esprit. Imposer une théocratie, à l'image de celle née en Iran après 1979. Et c'est précisément ce passé qui éclaire aujourd'hui la prudence presque calculée d'Alger dès qu'il est question de l'Iran. Car non, le dossier iranien n'est pas cette noble croisade que certains imaginent. L'idée d'un Iran défenseur pur et désintéressé des causes justes, portant à lui seul la bannière de la résistance face à Israël, relève davantage du récit simpliste que de la réalité. La vérité est bien plus nuancée. L'Iran n'est ni un modèle de vertu, ni un acteur irréprochable confronté à un ennemi absolu. Cette lecture en noir et blanc de la géopolitique ne tient pas. Téhéran traîne aussi son lot de zones d'ombre, et son rôle dans la région n'a pas toujours été synonyme de stabilité ou de confiance. Derrière les discours sur la résistance, il y a aussi des intérêts, des stratégies, et parfois des actions loin d'être exemplaires. Mais réduire l'Iran à un acteur uniquement résistant serait une erreur grossière. Car dans les faits, son implication a parfois pris une tournure bien plus trouble, voire franchement déstabilisatrice. Certains pays arabes et musulmans en ont fait les frais, et l'Algérie en sait quelque chose, surtout au début des années 90. Pourtant, ironie de l'histoire, tout n'avait pas commencé ainsi. À la naissance de la République islamique en 1979, les relations avec Alger étaient plutôt cordiales, presque prometteuses. À cette époque, sous la présidence de Chadli Benjedid, l'Algérie s'était même investie activement pour rapprocher Téhéran et Bagdad, tentant de jouer les médiateurs dans le conflit sanglant opposant l'Iran à l'Irak de Saddam Hussein. Et puis arrive 1981, un moment charnière. Pendant plus d'un an, 444 jours exactement, le monde retient son souffle face à une crise explosive entre Washington et Téhéran. Des militants de la révolution iranienne prennent d'assaut l'ambassade américaine à Téhéran et retiennent en otage 52 diplomates. Une situation à haut risque. Et là, surprise,
l'Algérie entre en scène. C'est dans l'ombre, mais avec une efficacité redoutable, que la diplomatie algérienne orchestre une médiation décisive. Sous la conduite de Mohamed Sédik Ben Yahya, alors chef de la diplomatie, et grâce au travail acharné de ses équipes, un accord est arraché. Résultat, les otages américains sont libérés, transitent par Alger avant de regagner leur pays. Ce coup diplomatique ne passe pas inaperçu. Il offre à l'Algérie un statut particulier. Celui d'un intermédiaire crédible, respecté, digne de confiance aux yeux de Téhéran. Une relation marquée à ce moment-là par une forme de reconnaissance, presque une dette morale. Franchement, cet épisode de 1981 mériterait à lui seul une série entière. Et pourtant, silence radio. En Algérie, on a presque oublié de raconter cette page pourtant exceptionnelle. Ailleurs, un tel moment aurait donné naissance à des films, des documentaires, des enquêtes captivantes. Mais non, rien, ou presque. Et c'est bien dommage, car cette histoire avait tout. Tension, diplomatie de haut niveau, enjeu mondial. Elle montrait une Algérie capable d'imposer son poids, respectée, crédible, influente. À l'époque, les États-Unis et l'Iran étaient littéralement au bord de l'affrontement. Une étincelle de plus, et c'était une guerre aux conséquences potentiellement catastrophiques. Des centaines de milliers, voire des millions de victimes. Et pourtant, ce scénario catastrophe a été évité. Pourquoi? Grâce à quoi? Grâce à une diplomatie algérienne lucide, méthodique et surtout remarquablement efficace. Par son sang-froid et son sens stratégique, Alger a réussi là où beaucoup auraient échoué. Obtenir la libération des otages américains et désamorcer une crise explosive. Une guerre a été empêchée, tout simplement. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, et elle prend une tournure beaucoup moins glorieuse. Car cette reconnaissance implicite que Téhéran devait à Alger n'a pas duré. Au début des années 90, retournement brutal. L'Iran tourne le dos à cette relation. Pire encore, il est accusé d'avoir soutenu des groupes islamistes armés en Algérie. En 1993, selon les autorités algériennes, des preuves émergent. Financement, appui, encouragement à des actions violentes. Attentats, sabotage, attaques. Le pays replonge dans l'horreur. Pour Alger, c'est clair. Ce n'est plus une simple divergence politique, c'est une trahison pure et simple. Les conséquences ont été dramatiques. Des civils tués, des soldats abattus, des membres des forces de sécurité pris pour cible. Le bilan s'alourdit, et l'année 1993 marque un tournant brutal. Alors, que s'est-il réellement passé? Une date va tout changer. Le 27 mars 1993. Ce jour-là, Alger tranche sans détour. La décision tombe, ferme, catégorique, presque explosive. Rupture immédiate des relations diplomatiques avec Téhéran. Pourquoi une réaction aussi radicale? Parce que, selon les conclusions des enquêtes menées par les services de sécurité algériens, les éléments accumulés ne laissent plus de place au doute. Des preuves tangibles, des indices concordants, tout converge vers une même accusation. L'Iran aurait soutenu activement le Front islamique du salut ainsi que d'autres groupes islamistes radicaux. Pire encore, il ne s'agirait pas seulement d'un appui discret, mais d'un encouragement clair à l'insurrection. Appels au djihad, incitation à prendre les armes, volonté de renverser l'État algérien et son armée. L'objectif? Installer un régime islamique en Algérie. L'objectif, au fond, n'était pas de reproduire à l'identique le système iranien. Les différences religieuses étaient bien réelles, notamment entre chiisme iranien et islamisme sunnite algérien. Mais l'inspiration, elle, ne faisait aucun doute. Ce que Téhéran visait, selon Alger, c'était bien plus ambitieux. Accompagner l'arrivée au pouvoir de forces islamistes radicales, les encadrer, les soutenir et surtout les inscrire dans une stratégie plus large. Une sorte de réseau d'influence, un maillage idéologique et politique à travers plusieurs pays, tous alignés sur les intérêts iraniens. Derrière cela, une ambition claire, étendre son poids dans le monde arabe et musulman et renouer avec une position dominante digne de l'époque impériale perse. Et puis, tout bascule. Retour en 1993. La décision de rompre les relations, annoncée le 27 mars, ne sort pas de nulle part. Elle est déclenchée par des faits graves, très graves même. Les autorités algériennes en viennent à une conclusion inquiétante.
L'Iran ne se contenterait pas de soutenir indirectement certains groupes, il serait aussi impliqué, via différents relais, dans une campagne ciblée d'élimination d'intellectuels et de figures influentes de l'État. Un nom symbolise ce choc. Djilali Liabès. Sociologue reconnu, voix critique face à l'islamisme, il est assassiné en mars 1993. Son meurtre provoque une onde de stupeur à travers le pays. Pour Alger, il ne s'agit pas d'un acte isolé, mais du symptôme d'une offensive idéologique violente portée par des courants extrémistes et, selon ses accusations, encouragée de l'extérieur. Selon Alger, ce n'était pas qu'une simple proximité idéologique. Le régime iranien aurait activement nourri cette mouvance islamiste. Et ce n'est pas tout. Des éléments troublants émergent, des appels religieux, des fatwas, diffusés par certains médias officiels iraniens et relayés par des cercles influents à Téhéran. Leur contenu? Encourager le djihad, légitimer la lutte armée, pousser à l'action contre des figures algériennes jugées ennemies. Dans le viseur, intellectuels, responsables politiques, tous ceux considérés comme laïcs ou proches du pouvoir militaire, accusés d'avoir stoppé le processus électoral au début des années 90 et empêché l'arrivée au pouvoir du Front islamique du salut. En clair, pour ces discours, ces cibles incarnaient l'obstacle à l'instauration d'un régime religieux. Dans ce contexte, les accusations algériennes prennent une tournure encore plus grave. Téhéran est alors présenté comme le principal soutien financier du FIS. Selon les autorités, le mouvement islamiste aurait même disposé d'une sorte de représentation officielle à Téhéran avec l'accord des autorités iraniennes. Une situation jugée inacceptable par Alger, qui y voyait une reconnaissance implicite d'un pouvoir parallèle en rébellion contre l'État. Mais ce n'est pas tout. Les services de renseignement affirment avoir identifié des circuits financiers bien établis. Des fonds auraient transité via des institutions bancaires en passant par certains pays européens et surtout par le Soudan pour alimenter aussi bien la propagande que les activités des groupes liés au FIS. C'est sur cette base que l'Algérie a construit son dossier et formulé ses accusations contre l'Iran. Et comme si cela ne suffisait pas, Alger ne s'est pas arrêté à Téhéran. Dans la foulée, une autre décision tombe. Rupture également avec Khartoum. Pourquoi? Parce qu'au cœur des années 90, le Soudan n'était pas exactement un modèle de stabilité ou de modération. Dirigé par Omar el-Béchir, un régime autoritaire marqué par une ligne islamiste radicale, le pays s'inscrivait dans une dynamique qui inquiétait fortement Alger. Un pouvoir qui, rappelons-le, ne prendra fin qu'en 2019, balayé par un soulèvement populaire, presque en écho au Irak algérien. Mais derrière Béchir, il y avait une autre figure clé, Hassan al-Tourabi. Moins médiatisé, mais tout aussi influent, il incarnait l'idéologue du projet islamiste soudanais. Avant même Béchir, c'est lui qui tirait les ficelles. Et surtout, il entretenait des liens étroits avec l'Iran, peut-être même l'un de ses relais les plus stratégiques sur le continent africain. Certes, il n'était pas chiite, mais son admiration pour la révolution iranienne ne faisait aucun mystère. Son ambition? Adapter ce modèle à sa manière. Bâtir des régimes fondés sur la religion, structurés autour de la charia et alignés sur une vision islamiste du pouvoir, y compris dans des sociétés majoritairement sunnites. Une sorte de transposition idéologique, version soudanaise. L'influence de la révolution iranienne ne s'est pas arrêtée à ses frontières. Elle a profondément marqué Hassan al-Tourabi, qui y voyait presque un modèle à suivre. Très vite, des liens se tissent entre Khartoum et Téhéran, pas seulement politiques, mais aussi sécuritaires et idéologiques. Et si cette coopération a perduré sous Omar el-Béchir, elle a surtout pris forme et ampleur sous l'impulsion de Tourabi. Mais ce rapprochement ne s'est pas limité aux discours ou aux alliances diplomatiques. Sur le terrain, les choses vont beaucoup plus loin. À l'époque, les services algériens affirment avoir mis au jour l'existence de camps d'entraînement au Soudan. Leur fonction? Former des volontaires, notamment algériens, aux techniques de combat, maniement des armes, tactiques de guérilla, une préparation avant leur retour clandestin en Algérie. Les itinéraires? Le Sahel, avec ses frontières poreuses entre Libye, Niger, Mali et territoire algérien, offrant des voies d'infiltration idéales. Selon ces mêmes enquêtes, ces structures auraient été financées avec le soutien iranien. Des militants islamistes algériens y auraient été formés avant d'être redéployés. Pour Alger, c'en était trop. Cette accumulation d'éléments a servi de déclencheur supplémentaire.
La rupture avec le Soudan devient inévitable. À ce moment-là, pour Alger, il n'y a plus vraiment de doute. Téhéran et Khartoum sont perçus comme les deux faces d'un même problème. Aux yeux des autorités algériennes, ces deux capitales ne se contenteraient pas d'observer. Elles participeraient activement à une stratégie de déstabilisation. Soutien financier, appui logistique, encouragement politique, tout converge vers un objectif: fragiliser l'État algérien, favoriser la montée en puissance du FIS et de ses réseaux, puis imposer un régime religieux aligné sur leurs intérêts. En toile de fond, une ambition plus large: ancrer durablement une influence islamiste au cœur du Maghreb. Et ce n'est pas un hasard si l'Algérie est au centre de toutes ces attentions. Sa position géographique en fait une pièce maîtresse, pivot du Maghreb à quelques encablures seulement des côtes européennes. En clair, si le pays avait basculé, l'effet domino aurait été colossal, pour ses voisins, mais aussi pour l'Europe toute proche. On comprend mieux dès lors pourquoi Alger considérait la menace comme existentielle. Face à cela, la réaction est radicale. Rupture avec le Soudan, quasiment en parallèle avec celle décidée contre l'Iran. Et très vite, un terme fort apparaît dans le discours officiel, un axe du mal reliant Khartoum à Téhéran, accusé de vouloir déstabiliser toute la région. Mais le conflit ne s'est pas limité au terrain diplomatique. Une autre bataille s'ouvre, celle de l'information. Pas d'Internet, pas de réseaux sociaux à l'époque, mais un outil puissant, la radio. Et notamment Radio Téhéran, qui diffuse en arabe des messages virulents contre le pouvoir algérien. Les programmes appellent les soldats à abandonner leur poste, encouragent les défections, incitent à rejoindre les groupes islamistes armés. Pire encore, certains contenus poussent carrément à la révolte populaire contre l'État, dans l'espoir de voir triompher le projet islamiste. Pour Alger, la ligne est franchie. Il ne s'agit plus seulement d'ingérence, mais d'une véritable attaque médiatique contre sa souveraineté. Les relations restent gelées pendant 7 longues années. Il faudra attendre 2000 et l'arrivée d'Abdelaziz Bouteflika au pouvoir pour voir un début de normalisation. Alors pourquoi ce retournement au début des années 2000? La réponse tient en un nom: Abdelaziz Bouteflika. À son arrivée au pouvoir, il choisit une approche bien différente, moins frontale, plus stratégique. Plutôt que de maintenir la rupture, il engage des discussions avec Téhéran. Et même sans excuse officielle, que l'Iran n'a jamais vraiment formulée, il obtient l'essentiel: un engagement clair sur le principe de non-ingérence et surtout l'arrêt du soutien au groupe islamiste algérien. Une victoire diplomatique discrète, mais calculée. Car derrière cette normalisation, il y a une logique bien plus fine. Bouteflika ne cherche pas simplement à tourner la page, il veut reprendre le contrôle du jeu. En renouant le dialogue, il vise aussi à garder un œil sur Téhéran, à limiter ses marges de manœuvre et à le tenir à distance des réseaux islamistes actifs en Algérie. Une stratégie presque machiavélienne, se rapprocher pour mieux contenir. Et ça ne s'arrête pas là. L'objectif est aussi de reconstruire une relation fonctionnelle, basée sur le pragmatisme plutôt que sur l'idéologie. Relancer les échanges, instaurer une certaine confiance, mais sans naïveté. Le but est clair: convaincre l'Iran de se désengager durablement de toute implication dans les affaires internes algériennes. Résultat, les tensions s'apaisent, les relations reprennent. Et au-delà du simple cadre bilatéral, Bouteflika voit plus grand. Il imagine un nouvel équilibre international dans lequel les pays du Sud pourraient peser davantage face aux puissances occidentales. Dans cette vision, un rapprochement avec l'Iran s'inscrit dans une dynamique plus large. Construire des alliances alternatives capables de contrebalancer l'influence croissante des États-Unis et de l'Union européenne. Le contexte international, lui aussi, avait complètement changé. La guerre froide venait de s'achever, l'Union soviétique s'était effondrée et avec elle, tout un équilibre mondial disparaissait. Une nouvelle ère s'ouvrait. Et dans ce paysage en recomposition, Bouteflika ne comptait pas rester spectateur. Il s'inscrivait dans une dynamique bien précise. Renforcer les liens entre les pays du Sud, relancer des initiatives comme le NEPAD, redonner vie à l'esprit des non-alignés. Son ambition? Construire un bloc capable d'exister face aux grandes puissances. Un ensemble de nations du Sud qui pourrait peser dans la définition du nouvel ordre mondial. Car il faut bien comprendre dans quel état se trouvait l'Algérie à ce moment-là. Isolée sur la scène internationale, affaiblie économiquement, marquée par une décennie de violence interne. Pour Bouteflika, l'urgence était claire:
briser cet isolement et redonner au pays une place sur l'échiquier diplomatique. D'autant plus que l'image de l'Algérie à l'étranger était sérieusement écornée. L'armée faisait face à de lourdes accusations. Exactions, violations graves, soupçons de crimes de guerre. Certains allaient même jusqu'à envisager des poursuites devant des instances internationales. Dans ce contexte délicat, Bouteflika engage un vaste chantier: restaurer la crédibilité du pays, renouer avec ses partenaires, sortir de l'impasse. Et pour y parvenir, il mise notamment sur une stratégie claire: renforcer les liens avec les nations non alignées et approfondir la coopération entre pays du Sud, loin de l'influence directe des puissances occidentales.